Marc Toiti, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir. On commence par une tradition. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors très simplement, donc je suis économiste, Marc Toiti, donc président du cabinet ACDFI, qui est un cabinet de conseil. J'ai été pendant 12 ans le chef économiste de la Banque Populaire Natixis, et puis si je remonte encore un peu plus loin, j'étais prof d'économie et de finance à la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, et puis alors si on remonte encore un peu plus loin, je viens des cités HLM d'Orly. Donc voilà, donc des cités HLM d'Orly à aujourd'hui, donc voilà, président du cabinet ACDFI. Très bien. On aimerait avoir une vision un peu générale de l'économie en France. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe avec deux axes qui nous paraissent intéressants? C'est la tendance. Où est-ce qu'on en est la France par rapport à il y a 10 ans, 20 ans? Et le deuxième axe, c'est par rapport aux autres pays. Parce qu'on ne sait jamais en fait vraiment où est-ce qu'on se situe. Donc est-ce que la situation a empiré et par rapport aux autres pays, est-ce qu'elle s'est dégradée? Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on est avant tout là pour défendre et sauver l'économie française. Quand on dit que ça va mal, c'est pas du French bashing, c'est simplement pour dire que doit-on faire pour que ça aille mieux. Et malheureusement aujourd'hui, sans être déclinologue ou autre, il faut reconnaître que malheureusement la France s'est dégradée. Alors les agences de notation n'ont pas toutes dégradé la note de la France, mais par contre nous-mêmes, nous sommes dégradés dans le temps, notamment vis-à-vis de nos partenaires. Un exemple simple, le PIB par habitant, ça veut dire la richesse par habitant. La France était 11e du monde en 1990. 11-12e, ça dépend du classement, donc c'était quand même une belle position. Aujourd'hui, nous sommes 24e. Ouais. Donc là, ça montre effectivement, je dirais, une image un petit peu de malheureusement ce que nous perdons d'année en année. Et parallèlement, tout ça vient du fait que nous ne savons plus faire de la croissance forte. D'ailleurs, si vous regardez depuis 2000, donc en 20 ans, finalement, la croissance annuelle moyenne de la France, c'est exactement 1,16% par an. Donc c'est pas grand-chose. Ça nous place, tenez-vous bien, à la 32e position des pays de l'OCDE, donc c'est pas mal, sur 35. Donc ça veut dire qu'on est quand même assez loin. Ce qui veut dire par là que, malheureusement, là aussi, la France ne tient plus son rang, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à générer une croissance forte. Et alors, malgré, c'est ça le problème, malgré une explosion de la dette publique. C'est ça qui est quand même là aussi nouveau, puisque, alors évidemment, il y a eu l'épisode coronavirus, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que alors, tous les pays ont plus ou moins augmenté la dette publique, mais le pays qui a le plus augmenté parmi les pays développés, ça reste la France. Et surtout, celui qui a moins baissé par la suite par rapport à l'épisode du coronavirus, c'est également la France. Si on fait donc sur 3 années pleines, c'est-à-dire de 2020, début 2020 à fin 2022, 3 années pleines, la dette publique française a augmenté de 580 milliards d'euros. Ouais. Alors que sur la même période, le PIB français n'a augmenté que de 170 milliards d'euros. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a mis énormément de moyens pour finalement peu de résultats. Et alors, on pourrait dire, oui, mais c'est la croissance, c'est le PIB, c'est compliqué. OK. Mais à l'arrière, on pourrait se dire, on devrait avoir la paix sociale. Parce que pendant des années, les dirigeants, moi j'ai rencontré tous les dirigeants de la France depuis 25 ans, 30 ans que j'ai ce métier, que ce soit les présidents, les premiers ministres, etc., ou les ministres de l'économie, ils me disaient tous à chaque fois, nous, ce qu'on veut, c'est la paix sociale. On peut comprendre. Et le drame, c'est que malgré cette gabegie de dépenses publiques, eh bien, nous n'avons pas réussi à garantir la paix sociale. On le voit aujourd'hui. Parallèlement, on a une situation de crise sociétale qui est en train de s'installer. Donc ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on pourrait dire, si à la rigueur, j'ai beaucoup de dettes publiques, beaucoup de dépenses publiques, mais qu'en échange, j'ai une croissance forte, la paix sociale, une baisse des inégalités, etc., on pourrait se dire, au diable l'avarice. Mais ce n'est plus le cas, malheureusement. Et autre chiffre important, parce qu'on parle souvent de la dette publique qui va donc bientôt atteindre, même dépasser les 3 000 milliards d'euros, mais si on regarde la dépense publique, parce que c'est important, la dépense publique par rapport à notre PIB, par rapport à notre richesse. Donc aujourd'hui, nous sommes en France à 58,2% du PIB, donc de dépenses publiques. C'est le chiffre de l'INSEE, tout à fait officiel. Et donc ce qui nous place numéro 1 du monde. Ça, c'est incroyable. Donc si on prend des pays, par exemple, qui étaient proches de nous, en termes de dépenses publiques, c'était les pays scandinaves, les pays nordiques. Ils dépensaient déjà pas mal. Ah oui, eux, ils étaient quasiment à 60%. Ouais. Après, ils sont descendus à 57%. Maintenant, on prend le Danemark, par exemple, ça c'est incroyable, je regardais le chiffre dernièrement, ils sont à 44%. Donc même eux ont compris que finalement, il y avait un problème. Alors évidemment, si on prend nos amis allemands, ils sont autour des 50%. 49% exactement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est les derniers des Mohicans. Alors c'est vrai que ça fait plaisir, on imagine les villages gaulois, Astérix, etc. Sauf que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et alors,
le piège dans lequel la France est tombée, alors je n'ai pas arrêté de le signaler, d'alerter entre guillemets sur ce piège auprès de nos dirigeants, auprès des médias, etc. Malheureusement, ils ne m'ont pas écouté, sachant que pendant ce coronavirus, effectivement, on a eu cette anomalie où plus la dette publique augmentait, plus les taux d'intérêt de la dette publique baissaient. Ça, c'était dû à ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire le fait que la Banque Centrale Européenne achetait cette dette publique. C'est-à-dire que l'État, quand il émettait de la dette, il était sûr de trouver preneur, en l'occurrence, la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, ce qui a participé à alimenter l'inflation. Aujourd'hui, donc, on a arrêté, on a limité du moins, la BCE a quasiment arrêté ses achats de dette publique, heureusement, et ce n'est pas son rôle. Et à partir de là, les taux d'intérêt de la dette publique ont augmenté. On est passé de moins 0,3% à 3%. Donc c'est une augmentation du jamais vu. Il faut remonter à 86-87, donc les années 86-87, pour voir une augmentation aussi forte du taux d'intérêt de la dette publique française sur la dette à 10 ans, comme on dit. Donc c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a une situation aujourd'hui où, attention, c'est fini. Le quoi qu'il en coûte qui coûte rien, c'est fini. Donc aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte extrêmement cher. Puisqu'on va avoir une charge d'intérêt de la dette qui va bientôt atteindre 70 milliards d'euros par an. Ouais, donc, c'est des sommes complètement folles. Et donc, le problème, c'est qu'on maintient cette fuite en avant. Alors, on nous dit, oui, mais vous inquiétez pas, on va baisser les dépenses publiques, etc. Bon, moi, ça fait, encore une fois, 30 ans que je fais ce métier. On n'a jamais baissé la dépense publique en France. Depuis 1957, qu'on a des statistiques de l'INSEE sur la dépense publique, jamais la dépense publique n'a baissé. Malgré les promesses de tous les dirigeants, elle n'a jamais baissé. Donc, évidemment, elle va continuer d'augmenter. Et donc, ça veut dire que le drame est là, c'est que tant que, finalement, on se dit, on arrive à financer notre dette plus ou moins, etc., on n'est pas trop dégradé par les enjeux de notation, etc., d'ailleurs, on ne sait pas trop comment, à ce moment-là, on se dit, finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, mais c'est une fuite en avant extrêmement dangereuse. Donc, dangereuse pourquoi ? Qu'est-ce qui peut arriver, le mauvais scénario ? Alors, non, mais parce que je donne un exemple très simple, c'est que il y a un pays qu'on connaît bien, qui s'appelle la Grèce, qui a fait exactement ce que nous faisons pendant des années, en disant il ne nous arrivera jamais rien parce qu'on est dans la zone euro. Voilà. C'est vrai que la Grèce, c'est pas la France, certes. Et puis, on connaît l'histoire. À un moment, les marchés, les investisseurs, on dit stop. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la dette publique française est détenue par des étrangers, par des non-résidents. Donc, c'est pas... On donne souvent l'exemple du Japon en termes de dette publique, où eux, ils sont à 200% de leur PIB. Oui, mais 99% de la dette est détenue par des Japonais, ce qui n'est pas notre cas. Donc pour l'instant, ça marche, parce que au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc c'est vrai que quand on voit d'autres pays, finalement, la France, c'est pas si mal que ça, entre guillemets, mais attention, si on regarde la dynamique, notamment en termes de dépenses publiques, par exemple, l'Italie a fait beaucoup plus d'efforts que la France, en termes d'assainissement de sa dépense publique. Vous voyez, ou encore l'Espagne. Enfin, mais ils ont une baisse plus élevée, ils ont une décroissance parce qu'ils sont en récession. Alors l'Italie aujourd'hui, évidemment tout le monde était en récession plus ou moins. Le drame de l'Italie, c'est qu'eux, ils ont fait des efforts énormes pendant les années 2000 et qui n'ont pas été malheureusement couronnés de succès. Donc eux, par exemple, vous prenez, après est arrivée évidemment la crise de Lehman Brothers, le coronavirus, etc. Donc ça veut dire que si vous prenez encore aujourd'hui le niveau du PIB italien, hors inflation, on est sur des niveaux qui prévalaient en 2000. Vous vous rendez compte, il y a 22 ans. Ouais. Vous voyez, donc, c'est ça qui est dramatique pour les Italiens, ce qui n'est pas notre cas, nous les Français. On a une petite croissance. Bon, 1% par an, c'est pas non plus quelque chose de formidable. D'ailleurs, dans les pays qui font moins bien que nous, il y a effectivement l'Italie. Mais nous, sinon, le drame, c'est que, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est comment on va tenir. Comment va tenir effectivement la population, sachant que, on le voit aujourd'hui, la fête est finie. Donc, les taux d'intérêt ont augmenté. Les prix, évidemment, ont augmenté. Ils vont rebaisser, c'est sûr. Mais pourquoi ils vont rebaisser ? Parce qu'il va y avoir une récession qui va arriver. Les entreprises sont en train, beaucoup d'entreprises, malheureusement, de faire défaut. Les défaillances d'entreprises, si on prend vraiment les PME, pas les petites entreprises, vraiment les petites et moyennes entreprises, on est sur des augmentations de 80% sur un an et 50% par rapport à 2019. Sur les défaillances d'entreprises. Chiffre de la Banque de France. Oui. Des grosses entreprises en plus. Alors, et si, les grosses, il y a les grandes, ce qu'on appelle les ETI également, et aussi qui font. Alors, donc ça, c'est dangereux parce que derrière, évidemment, il y a de l'emploi. Derrière, il y a des salariés. Donc, évidemment, ça veut dire que le taux de chômage qui a beaucoup baissé, là, il risque de réaugmenter. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est tout le problème de la dette, ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire que si, en fait, je m'endette, mais que j'ai une croissance suffisamment forte pour au moins rembourser les intérêts de la dette, on se dit, ça passe. Sauf que nous, si je prends le cas de la France, et qu'on regarde depuis quand, la dernière fois
qu'on avait assez de croissance pour rembourser les intérêts de la dette, c'était en 2007. Ok. Vous vous rendez compte? On est en 2023. Ouais. Donc, ce qui veut dire que, voilà, donc on tient, alors c'est le syndrome de la corde, hein, vous voyez, on tire sur la corde, tant qu'il y a un fil qui tient, la corde elle tient. Le problème c'est de savoir quand le fil casse. Et là, évidemment, ça va être. Mais vous pensez que compliqué. le fil va casser? C'est inévitable. Je veux dire, le problème c'est que, ça aussi, nous n'oublions pas. Mais, non, mais c'est-à-dire que vous pensez pas concrètement qu'il y ait une politique possible de réduction de l'endettement? Ah bah si, bien sûr. Ah oui. Mais il faut prendre le taureau par les cornes. Par les cornes. D'ailleurs, si on continue comme ça, le fil va casser. C'est ça. C'est évident. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, donc on a cette dette et cette dépense qui flambent. D'accord? Comment on la finance? Donc il y a eu la Banque centrale européenne qui a acheté la dette, mais maintenant elle a arrêté. Enfin, elle limite. Donc comment on va le faire? Alors, les investisseurs, certes, mais après, fondamentalement, on finance ça par l'impôt. Et c'est pourquoi nous sommes également numéro 1 du monde en termes de pression fiscale par rapport à notre PIB. Donc le problème, c'est comme on est déjà numéro 1 du monde, si demain il y a un problème de financement, ben sur quoi on va taper? On ne peut pas encore augmenter, on est déjà numéro 1. Donc le danger, c'est qu'on invente des nouveaux impôts. Et ça, évidemment, on est très fort. En France, on est champion des impôts. C'est d'ailleurs pourquoi, au-delà du fait que nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale, on est également numéro 1 de la complexité fiscale. C'est pourquoi il y a autant d'évasion fiscale, etc. Donc c'est ça, assez fou, parce que c'est justement à la limite entre le légal et le pas légal, mais finalement, ça reste malgré tout légal. Donc, l'optimisation fiscale. Je rappelle que c'est l'État qui crée l'optimisation fiscale. Il ne faut pas l'oublier. Toutes les subterfuges pour payer moins d'impôts ici ou là, etc., c'est l'État qui a créé tout ça. Donc, ce qui veut dire que, attention, moi, ma crainte, c'est que le jour où justement on ne pourra plus financer aussi facilement, eh bien, on nous trouve des nouveaux impôts, notamment sur l'épargne, notamment sur le patrimoine. Ça, c'est quand même un danger. Alors, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça peut arriver très vite. Ça peut arriver très vite. Et on le voit bien dans le discours, qui est justement, finalement, il ne faut pas faire trop de croissance, il faut que les riches payent, etc. On voit bien ce discours qui est dangereux parce qu'en fait, on sait très bien comment ça se termine. Les riches, les très riches, on va dire, il n'y en a déjà plus beaucoup en France, donc ils sont déjà fiscalisés à l'étranger. Donc ceux qui restent, c'est ceux qui ne peuvent pas partir, donc c'est la classe moyenne. C'est pourquoi aujourd'hui, la classe moyenne française, elle souffre énormément et elle s'appauvrit. Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est que si on augmente les impôts, ceux qui souffriront, ce sera quand même malgré tout la classe moyenne. Et alors, justement là-dessus, je voulais vous interroger sur en gros 3 mythes de la gauche qui sont mais en fait c'est pas grave, la dette on remboursera pas. Ah oui. Ça c'est la tarte à la crème. Alors ce qu'il faut me comprendre, c'est que ce que je veux que tout à l'heure, c'est que bien sûr on vous dit non mais la dette on la remboursera pas. Par exemple moi encore aujourd'hui, j'ai un peu moins maintenant, mais pendant quelques mois j'avais des clients ou même sur internet, il y a des personnes qui m'appelaient, chefs d'entreprise. Est-ce que c'est vrai qu'il faut rembourser le PGE? Vous savez, le prêt garanti par l'État. Oui, il faut le rembourser. C'est ça qui est très dangereux dans ce coronavirus, au-delà du drame humanitaire, et puis finalement du drame, je dirais, de société, parce que c'est quand même un drame sociétal, cet enfermement qu'on nous a imposé. Enfin bref, le drame, c'est qu'on a perdu le sens des valeurs. Mais le quoi qu'il en coûte, c'était un peu... C'est un peu ça. C'est ça. En gros, on vous dit, finalement, ma dette publique, elle explose, parce que 600 milliards d'augmentation en 3 ans, c'est des chiffres complètement fous, si vous voulez. Et malgré cela, on dit, non, finalement, ça passe. Donc, c'est vrai que dans l'inconscient, on se dit, finalement, on ne la remboursera pas. C'est ça. Le problème de ça, c'est vrai que potentiellement, c'est possible. Alors bon, après, il y a un problème, c'est que la dette qui est détenue par la Banque centrale européenne, si on ne la rembourse pas, il faut pas oublier que cette dette, c'est une contrepartie de la masse monétaire. Donc si on la supprime, c'est-à-dire comment on supprime de la monnaie, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, c'est un fusil à un coup. Si j'arrive à le faire, admettons, qu'on arrive à convaincre les Européens de le faire, etc., après, la nouvelle dette, qui va nous financer? C'est sûr. Personne. Ou alors les taux d'intérêt vont exploser. Donc, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc, ça, c'est un mythe et qui ne tient que parce que, justement, jusqu'à présent, la dette, malgré tout, elle est soutenable. Le problème que nous avons, c'est que, juste pour rembourser les intérêts de la dette, on doit encore s'endetter. C'est la bulle de la dette. Donc, c'est ça qui fait qu'on a l'impression que ça tient. Jusqu'au jour où, évidemment, il y aura une sanction qui arrivera. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'elle tarde à arriver. On reste sous morphine, entre guillemets. Donc, le problème, c'est que la morphine, elle guérit pas le malade, quoi. Elle enlève la douleur, éventuellement, mais on ne peut pas vivre toute sa vie sous morphine. Et le deuxième mythe, vous l'avez évoqué, c'est de taxer les riches pour rembourser, ou en tout cas pour financer les dépenses publiques. Est-ce qu'il est vrai qu'on pourrait... alors, c'est peut-être un changement de système, mais est-ce que
cette décision, enfin cette possibilité est probable? Enfin, je veux dire, est-ce que ça pourrait fonctionner? Malheureusement, moi, c'est ma grande crainte. Alors, le problème, c'est qu'on appelle les riches. Ça ne veut rien dire, les riches, globalement. Alors, les très, très riches, OK, mais ils sont déjà plus là. Donc, ça va être compliqué, effectivement, de les taxer. Et après, donc, si on estime que la richesse, c'est le patrimoine, par exemple, c'est une maison, c'est de l'épargne, OK, sauf que c'est ça le problème de la France, c'est que cette épargne a déjà été taxée plusieurs fois. Parce qu'à la base, l'épargne, c'est quoi? C'est le revenu, on consomme, et ce qui reste, c'est épargné. Donc le revenu, il est déjà taxé. Après, effectivement, il y a la CSG, CRDS, les impôts qui étaient temporaires à la base, créés par Michel Rocard en 1991. Vous voyez, on est en 2023, c'est du temporaire qui dure. Donc, ces sommes-là ont été effectivement taxées. Alors après, évidemment, peut-être certains se sont peut-être trop enrichis, donc peut-être il peut y avoir des limites éventuellement pour des milliardaires, OK. Mais encore une fois, si on s'amuse aujourd'hui à taxer, parce que c'est ce qui va se passer, la classe moyenne supérieure, évidemment, ça peut générer des mouvements d'exode fiscal, ça peut être très dangereux, et parallèlement, ça peut casser complètement l'activité économique. Et tous les dirigeants de PME, etc. Exactement. Et puis c'est aussi la richesse de la France. Bien sûr. Le patrimoine, l'immobilier, ça reste quand même la richesse de la France. Et parallèlement, attention, c'est-à-dire que c'est un fusil à un coup, une fois qu'on l'a fait une fois, on ne pourra pas le faire deux fois. Moi je pense que si, à la rigueur, on était sûr, on dit voilà, on va taxer de 10% toute l'épargne de tous les Français, ou du moins des plus aisés éventuellement, et après c'est fini. Le problème est réglé. Moi je pense que tout le monde serait prêt à accepter. Mais on sait très bien que ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire qu'on va taxer, et puis après on va réaugmenter les dépenses, et ainsi de suite. Ouais, donc le problème, c'est le fonctionnement de la dépense publique qui n'est plus efficace. Et donc c'est ça qu'il faut repenser. C'est pas forcément moins d'État. Je pense qu'il faut moins d'État, parce qu'évidemment il y a trop, mais c'est surtout mieux d'État. Moi je pense qu'aujourd'hui, un pays comme la France, qui est quand même, malgré tout, on est toujours la 7e puissance mondiale. Bon, on n'est plus dans les 5 premiers, mais on est quand même à un niveau relativement sympathique, même si ça ne va pas durer, il ne faut pas se leurrer. Mais on serait en droit d'attendre justement un système public efficace. Et c'est ça le drame, c'est que la dépense publique ne cesse d'augmenter, et les services publics ne cessent de se détériorer, sans parler de la croissance qui baisse, et du mécontentement des Français. Parce que c'est ça aussi. Il y a un mécontentement des Français qui est... Il faut faire attention à ça, parce que ça crée de l'animosité, ça crée des tensions. Et donc après, comme la France, c'est un pays de révolution, hein, comme on le sait, alors la révolution, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc c'est très dangereux. Là, on joue avec le feu. Donc moi je pense qu'il y a, j'explique dans mes différents livres, notamment le dernier Reset 2, c'est vrai que je pense qu'il faut faire aujourd'hui en France ce qu'on appelle une thérapie de choc bienveillante, où on doit d'abord baisser les impôts, justement. C'est là, il faut vraiment baisser les impôts. Par exemple, justement, la CSG, CRDS, que tout le monde paye. Parce que si on baisse, par exemple, l'impôt sur le revenu, il n'y a que la moitié des Français qui le payent, et encore même moins. Si on baisse la CSG, CRDS, tout le monde le paye. Donc à ce moment-là, hop, ça met du beurre dans les épinards. Mais ce n'est pas une petite baisse qu'il faut, il faut 30 milliards d'euros de baisse. Mais dans le même temps, il faut baisser les dépenses publiques. Alors vous me direz, mais lesquelles? Déjà, il faut certainement optimiser certaines dépenses, mais surtout les dépenses de fonctionnement, qui par exemple l'année dernière, en 2022, on n'en a quasiment pas parlé, ont augmenté de quasiment 23 milliards d'euros. Donc, on ne comprend pas. Là, c'est du fonctionnement, c'est pas de l'investissement. C'est quoi cet argent? Voilà, c'est le fonctionnement au sens large. Hein, donc, mais on ne se pose pas la question, encore une fois. Moi, je pense qu'on doit certainement mieux valoriser certains fonctionnaires. Mais le problème, c'est que quand on augmente tout le monde de la même façon, même ceux qui, finalement, le méritent moins que d'autres. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui fait que, tant qu'on ne change pas ça, on ne pourra pas restaurer, effectivement, l'économie française. C'est-à-dire, mais il faut faire les deux à la fois. Il ne faut pas juste baisser les dépenses. Il faut baisser les impôts, baisser les dépenses, fluidifier le marché du travail, créer des fonds d'investissement qui vont investir sur le long terme, en France. Donc, comme ça, on sera moins dépendant des fonds internationaux. Et voilà, et bien sûr, c'est ce qu'on fait là, hein, il faut également développer la culture économique des Français. Ce que je fais depuis des années, notamment sur ma chaîne YouTube également, mais c'est vrai que c'est extrêmement important, parce que je pense que les Français aujourd'hui, ils veulent savoir, ils veulent apprendre l'économie. Et après, il faut que, ça soit suivi d'effets concrets. Sinon, on va au-devant de graves dangers, une crise sociale, sociétale. Moi, ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est quand je vois effectivement la jeunesse, une partie, heureusement, de la jeunesse, pas toute, mais une partie, qui aujourd'hui, justement, est tentée par des idées, on va dire, d'extrême gauche, disons le mot, hein, qui ont déjà été pratiquées, hein. Dans l'histoire, ça s'appelait l'URSS notamment, ça s'appelle encore dernièrement, voilà, le Venezuela et autres, voilà, toutes les tentatives, je ne parle même pas de la Corée du Nord, et d'ailleurs, le seul pays aujourd'hui communiste vraiment qui marche, c'est la Chine. Mais la Chine n'a de communiste que son système
de décision, sa dictature. Mais sinon, économiquement parlant, il n'y a pas plus capitaliste qu'un Chinois. Donc, voilà, tout le problème aujourd'hui est là, c'est qu'on est dans l'hypocrisie complète, dans le déni de réalité. Donc moi je dis, il faut dire la vérité. Le problème, c'est que quand vous dites la vérité, on vous dit, oh là là, non, c'est du French bashing, c'est du complotisme, etc. Ça suffit. Il faut arrêter. Il faut dire la vérité, dire les choses. Ce sont des chiffres. C'est pourquoi moi j'amène, bon là c'est pas le cas, mais j'amène toujours des graphiques avec moi pour qu'on puisse visualiser. On les voit tous ces chiffres. On voit bien cette croissance qui s'effondre, ces dépenses publiques qui augmentent, ces impôts qui augmentent. On ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.